Je vous accueille aujourd'hui en tant que candidat aux élections européennes, donc ce sera le 9 juin prochain. Vous êtes 8e sur la liste Renaissance appelée à l'Europe Renew. Mais bon, Renaissance, ça plus clair pour tout le monde. Une liste qui est portée par Valérie Ayé, Besoin d'Europe. C'est son nom, c'est véritablement son ADN d'avoir appelé ainsi cette liste. Alors, je vais rappeler très très rapidement Grégory Allione parce que les Marseillais vous connaissent et bien au-delà de Marseille, bien sûr. Votre titre, c'est contrôleur général, c'est ça. Si je ne m'abuse. Vous êtes sapeur-pompier professionnel depuis 1997. Vous avez été conseiller social du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. Conseiller sécurité civile du ministre de l'Intérieur, c'était en 2012. En 2014, nommé chef de corps, directeur départemental du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Vous avez présidé la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France de 2018 à 2022. Et à ce jour, vous êtes directeur de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, et ce par décret du président de la République depuis janvier 2023. Si je dis tout cela, si je rappelle qui vous êtes, Grégory Allione, c'est pour que ma question suivante soit comprise de tous. Pourquoi aujourd'hui cet engagement? Est-ce que c'est pour vous une suite logique à tout ce que vous avez fait et que je viens de citer? Totalement. Je crois que vous mettez le doigt principalement sur une des raisons qui a fait que je puisse être sur une liste et candidat aux européennes. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre hier et aujourd'hui au micro de RJM, parce que hier j'expliquais le sujet du volontariat, et principalement si je suis présent sur une liste aux européennes, et notamment celle-là, c'est parce qu'il y a énormément à faire en matière de ressources humaines, de défense de l'engagement citoyen. Je suis profondément convaincu qu'il faut que nos concitoyens s'engagent pour le bien commun. Ça fait partie de mon ADN, et donc oui, il y a cette raison-là, mais il y a bien d'autres choses. Nous sommes à un moment important dans notre pays, mais bien au-delà, sur le continent européen. En termes de géopolitique, les choses sont bouleversées très très peu de temps. Sur le plan sanitaire, on l'a vu, les choses peuvent aller très très vite. La crise du Covid nous l'a rappelé. Sur le plan économique, les choses changent. Les règles du jeu sont en train d'être bouleversées entre ceux qui respectaient les accords et qui aujourd'hui ne les respectent plus. Bref, on est dans un monde où également le dérèglement climatique va avoir des impacts non seulement sur les feux, sur les inondations, ce que je connais assez, mais également sur les déplacements de population. Donc nous sommes dans un monde qui change, nous avons besoin de solidarité, et l'ayant vécu dans le cadre qui est le mien de la sécurité civile, la protection civile, des sapeurs-pompiers, je pense que l'Europe est la bonne échelle pour entamer des actions de solidarité au niveau de notre continent et pour rendre notre pays plus fort au sein de cette Europe. D'où ce besoin d'Europe face à toutes ces crises, à ces défis à relever dont vous êtes conscient que vous venez d'énumérer. En plus, quand on lit la liste Renaissance, je trouve que le Sud est plutôt bien représenté. Je crois que vous êtes 7 ou 8 c'est exactement cela. C'est quelque chose, je pense, qui doit faire plaisir au président de notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier. Est-ce qu'il est pour quelque chose dans votre décision de rejoindre cette liste Renaissance? Oui. Parce que lorsque vous êtes sapeur-pompier, lorsque vous avez conduit les femmes et les hommes au feu et que vous avez une légitimité professionnelle, à la fin du mois, je vis très bien, je suis heureux en tant que directeur de l'école nationale. Je n'ai pas de besoin plus que cela d'aller m'exposer dans un monde qui n'est pas le mien. Pour autant, Renaud Muselier a eu les mots qu'il fallait pour me décider, parce que j'étais très dubitatif quant à prendre cet engagement-là. Il m'a dit qu'on avait réussi de belles choses dans la région grâce à notre action commune, et il m'a convaincu que l'on pourrait continuer à œuvrer pour notre région, pour notre territoire, notre Provence, nos départements et notre ville de Marseille également, en faisant en sorte que et l'Europe, la région travaillent ensemble, et c'est la raison pour laquelle, oui, il m'a convaincu d'y aller. Il faut dire que c'est le meilleur des Européens. Il a été député européen. Il a été député, et puis convaincu de cette Europe, il sait aussi utiliser à bon escient ce levier européen. Oui, parce que on n'identifie pas l'Europe comme étant une Europe du quotidien, mais Renaud Muselier a donné une capacité à sa collectivité de travailler avec nos départements, nos communes, pour faire en sorte que l'Europe accompagne l'innovation, accompagne le développement de nos territoires. Typiquement, j'étais sur Aix-en-Provence dans la technopole de l'Arbois, où il y a une société qui est en train de développer le transport de l'hydrogène. Et le transport de l'hydrogène, c'est la nouvelle énergie de demain, permettant au transport d'être décarboné, d'avoir un impact sur le dérèglement climatique moindre, et en tous les cas d'avoir une énergie qui soit verte. Et ça, c'est grâce à l'Europe, c'est grâce à la région. J'étais encore dans les Hautes-Alpes il n'y a pas si longtemps que cela, la semaine dernière, et nous étions avec des entreprises qui sont anciennes,
qui ont permis à ces vallées-là d'avoir de l'activité économique, et l'Europe permet de continuer à innover, d'avoir des processus de production toujours performants pour garder l'emploi dans des vallées alpines. Donc, l'action combinée entre la région et l'Europe, c'est grâce à Renaud Muselier que nous avons cette activité pro-européenne qui permet justement à nos territoires de soit de conserver l'emploi, soit de le favoriser, de le développer. Mais qui plus est, il y a des ambitions fortes sur le territoire, avec des enjeux forts, que ce soit sur le dérèglement climatique, sur l'économie, on vient d'en parler, et sur le transport, bien entendu. Évidemment, évidemment. On vient de l'entendre, vous êtes très présent sur le terrain, et ce qui est normal, dans notre région, bien sûr, mais même au-delà, hein, c'est une élection européenne et toute la France vote. Que vous disent les Français que vous côtoyez? Alors, c'est assez... Vous dites, je suis un homme de terrain. Oui, je l'ai été en tant que sapeur-pompier. J'étais là, vous êtes obligé de à proximité de mes femmes et de mes hommes quand on luttait contre les événements. Mais je le resterai en tous les cas, et on a besoin de prendre le pouls du territoire. On a besoin d'écouter les gens, et au-delà de la campagne, je souhaite l'exprimer de manière régulière tout au long du mandat si les Françaises et les Français venaient à nous confier leur vote, cette responsabilité. Mais oui, je suis sur le terrain, on écoute les Français, mais je crois qu'il y a une dissonance entre ce qui se passe et ce qu'on entend sur le territoire et les intentions de vote dans finalement les sondages. Parce qu'on a des Français qui sont responsables et qui ont bien compris quel était l'enjeu. Confier les clés d'un camion à quelqu'un qui n'a pas le permis, à quelqu'un qui ne sait pas conduire, à quelqu'un qui n'a pas de concret, finalement c'est aller droit dans le mur. Or, Valérie Hayé et la liste sur laquelle je suis, il y a un bilan, il y a des actions qui ont été conduites, et il y a surtout un programme bien concret, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on écoute le territoire, ils comprennent bien l'enjeu de cette élection. Excusez cette question, mais on voit dans les sondages que le président de la République est quand même l'homme qui a créé ce parti politique, qui est à l'origine de ce parti politique. Dans les sondages, est plutôt en chute. Est-ce que c'est quelque chose qui revient, ou bien les gens ont bien compris que ce sont deux choses différentes et que l'Europe est un autre combat ? Alors il y a parfois un mélange entre l'aigreur du quotidien de nos concitoyens et cette élection, mais il ne faut pas se tromper de combat justement. Et puis vous parlez du président de la République qui a quand même plus de 30 points d'intention, en tous les cas de gens qui considèrent son action comme étant fondée et bienfaisante. Il ne faut pas se tromper d'élection d'une part, et qui plus est, lorsqu'on est sur le terrain, on comprend et on a des concitoyens qui comprennent l'enjeu de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ne font pas d'amalgame entre les difficultés du quotidien et la nécessité d'Europe. Et justement, l'Europe est une espérance. Il faut se rappeler de la création de l'Europe et du pourquoi de l'Europe. L'Europe, c'était la nécessité d'une paix sur le territoire européen, le fait d'avoir une solidarité européenne, le fait d'avoir finalement quelque chose qui nous unisse et qui nous réunisse. Aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous évoluons sont très différentes d'il y a non seulement 3-4 ans. Déjà, ça avance très très vite, ça se bouleverse très très vite. Donc aujourd'hui, il faut avoir de nouveau un pacte européen différent de ce qu'il a été construit jusqu'à présent. Arrêtons d'avoir une Europe naïve, ayons une Europe et un pays combatif face à l'agressivité du climat, à l'agressivité à l'est de la Russie, à l'agressivité économique de la Chine. Bref, ayons une Europe qui nous défende et dans laquelle la France est souveraine et permet justement de garantir son emploi, de garantir le bien fondé de vivre ensemble sur notre territoire. Alors, vous êtes sur une radio, vous la connaissez bien, cette radio, Radio JM, qui est une radio des Marseillais et des confessions juives, et pas seulement bien sûr, mais ceux-là écoutent souvent Radio JM, et vous le savez, cette partie de la population marseillaise est inquiète, comme elle est inquiète sur le reste de la France et dans le reste de l'Europe. L'antisémitisme gronde, la haine d'Israël grandit, et elle rejaillit sur la population juive des territoires. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui stigmatisent, par exemple, les étudiants dans les universités parce que juifs, à ceux qui, à Gaza, parlent, et je le mets entre guillemets, de génocide? Qu'est-ce que vous apportez comme réponse pour rassurer les gens? Vous avez dit préalablement, ce n'était pas la première fois que je venais sur vos ondes, et donc c'est un sujet qui me préoccupe. Et vous savez, quand vous êtes sapeur-pompier, que vous devez unir l'ensemble des forces pour lutter contre des événements ou secourir les gens. Lorsque vous êtes directeur de l'école nationale, vous appelez à ce que j'appelle, moi, le respect de l'autre. Pour moi, le respect de l'autre est fondamental et la laïcité doit permettre à chacun de s'exprimer. Donc, dès l'instant où il y a une attaque
de qui que ce soit par rapport à sa confession, par rapport à ce qu'il porte comme signe d'appartenance à une religion, je pense que nous devons être intransigeants. Pour moi, l'antisémitisme est quelque chose de déplorable sur lequel il faut sanctionner de manière ferme, il faut être très ferme. Et j'évoquais avec certains amis de la communauté le fait que l'antisémitisme puisse être une cause partagée et que tout acte soit sanctionné de manière assez claire, ferme, et que nous portions, si l'on est décideur public, que l'on soit directeur de l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers ou candidat sur la liste de Valérie Hayé, il faut qu'on ait ce même discours et je ne changerai pas sur ce propos-là. Donc l'antisémitisme est à punir et à bannir de nos institutions et notamment de notre territoire provençal, d'une part, mais national surtout, et certainement à l'Europe encore plus. Absolument, absolument. Et bien, c'est vrai que souvent les termes employés sont impropres, les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est aussi tout un travail d'éducation qu'il y a à faire. Quand on emploie le terme de génocide, il est totalement faux et inapproprié. Est-ce que tout cela aussi n'est pas un problème d'éducation, Grégory Allione? On a un sujet, il est de deux registres. Vous savez, quand on traite une population, on parle souvent à la fois du stock et du flux. Je pense qu'on a un sujet du stock dans le sens où nous avons des générations tout entières qui n'ont pas été éduquées, qui n'ont pas appris le respect de l'autre, ou en tous les cas la construction de notre territoire et comment on avait vécu les bombardements. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du bombardement sur Marseille. Il faut se rappeler les rafles qu'il y a eu dans Marseille. Donc il faut se rappeler tout ça et le ressasser, le redire pour montrer quelles sont nos origines et pourquoi nous avons réussi à vivre ensemble, fort finalement de ces événements qui nous avaient permis de nous souder et qu'il faut continuer à se souder. Donc il y a cette gestion du stock d'une part et de faire en sorte que tout acte soit rappelé et puni, premier point. Et deuxième point, bien entendu, instruire, éduquer, informer. Et ça, c'est notre devoir du quotidien, que l'on soit journaliste, que l'on soit acteur économique, dire ce que nous pensons finalement du vivre ensemble. Et quand on parle du vivre ensemble, c'est pas uniquement le sujet de la communauté juive, c'est pas uniquement le sujet de toute autre communauté, c'est finalement le porter de respecter l'autre en tant que tel, en tant qu'individu, en tant qu'humain. Et lorsqu'on aura une société où vivre ensemble il y fait bon, c'est qu'on aura réussi ce challenge-là. Il faut le relever absolument. Vous avez évoqué plusieurs sujets de l'Europe et qui pourront être débattus à l'Europe. Mais y a-t-il des sujets ou un sujet plus particulièrement pour lequel vous avez envie de mettre toutes vos forces si vous êtes élu demain à l'Europe en tant que député européen Renaissance? Oui, je suis engagé depuis mon plus jeune âge, finalement pour faire du bien, puisque je suis depuis mes 17 ans engagé comme sapeur-pompier volontaire et j'ai réussi à faire de mon engagement ma profession. J'ai un sujet qui est la défense de l'engagement citoyen, la défense du volontariat, la défense de celles et ceux qui s'engagent dans le tissu associatif, parce qu'aujourd'hui le juge a tendance à qualifier cet engagement-là comme étant du travail, ce qui nous impose finalement de ne pas avoir suffisamment de sapeurs-pompiers volontaires, ne pas avoir suffisamment de réservistes, ne pas suffisamment avoir de... C'est-à-dire requalifier le volontariat en travail salarié, quoi. Exactement, il y a cette requalification possible. Il faut lutter contre parce que ça veut dire que demain, je ne peux pas avoir un engagement comme sapeur-pompier volontaire si j'ai un travail. Ça veut dire que je ne peux pas cumuler 8 heures de travail avec 8 heures de sapeur-pompier volontaire. Or, toutes nos sociétés, qu'elles soient à l'Europe, au travers le monde ou notamment en France, l'engagement citoyen comme sapeur-pompier volontaire est nécessaire pour faire face à tous les changements qui sont là. Et donc oui, c'est une de mes principales raisons d'engagement. Rappelez la proportion de volontaires par rapport aux professionnels au sein des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers en France, c'est 250 000 sapeurs-pompiers, 200 000 sont sapeurs-pompiers volontaires. Donc on comprend pourquoi le combat est urgent et important. Même si c'est vrai, vos combats sont à l'Europe, vous n'êtes pas hors sol et vous savez ce qui se passe évidemment sur notre territoire. Aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a cette fameuse loi sur la fin de vie qui fait couler beaucoup d'encre. Il y a aujourd'hui cette terrible crise en Nouvelle-Calédonie. Sur ces sujets-là, on vous demande aussi parfois, pas des réponses, mais de vous engager, d'essayer d'éclairer les choses lorsque vous êtes sur le terrain. Oui, alors j'ai mon positionnement en tant que concitoyen, mais vous savez, aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans connaître.
Et je pense que c'est un drame. C'est ce qu'on disait sur sur les qualifications tout à l'heure en parlant d'antisémitisme. C'est un drame dans le sens où chacun pense que lorsqu'il a fait une recherche sur Google, il peut devenir médecin et finalement soigner le Covid. Donc je pense que lorsqu'on ne sait pas, il vaut mieux parfois se taire. C'est ce que me disait mon père en tous les cas. Pour autant, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'avis. Sur le sujet de la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a une histoire. Je pense qu'il y a une construction de ce peuple calédonien et de tout ce qui s'est produit jusqu'à présent. Je pense que le dialogue est nécessaire pour pouvoir sortir de crise et que d'ailleurs, dans chaque crise que j'ai eu à connaître, notamment sur le plan social, vous avez dit, j'étais conseiller social du directeur de la sécurité civile, chaque fois j'ai prôné le dialogue et c'est chaque fois la piste qui nous avait permis de solutionner la problématique. Et sur les sujets que vous évoquiez concernant la fin de vie, je pense que il faut rentrer dans l'intime des Français et qu'au-delà des confessions religieuses, au-delà des problématiques que l'on vit, la société évolue, il faut l'intégrer, mais c'est un sujet qui touche à l'intime et au propre de chacun. Je souhaite et j'espère que la loi prendra en compte cela, parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on discute avec les Français, c'est un vrai sujet de préoccupation de savoir comment l'on termine sa vie. Et puis pour le corps médical, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Donc je pense que on va avoir véritablement une levée de bouclier, et c'est ce qui commence déjà à se mettre en place. C'est que le premier jour de discussion à l'Assemblée nationale, vous avez raison, le chemin est long. Vous avez raison, mais il faut que chacun évolue, que ce soit le corps médical, que ce soit les différents porteurs de confessions religieuses. Mais lorsqu'on touche à l'intime, il faut respecter justement ses volontés et faire en sorte que les choses soient faites à la fois de manière légale, médicalement entendable, mais aussi en respectant l'individu. Et en regardant ce qui se passe aussi dans les autres pays européens. Exactement. Parce que les choses peuvent être assez différentes. Donc, le plus important aujourd'hui, Grégory Allione, il me semble, c'est de rappeler aux gens qu'il faut aller voter. Oui, il faut aller voter le 9 juin, parce qu'aujourd'hui, le vrai sujet risque d'être l'abstention. Il ne faut pas laisser l'abstention prendre le pouvoir. L'abstention, elle a cela de néfaste, c'est que finalement, elle donne l'idée que les gens ne s'intéressent pas à la chose publique, alors que chacun a un avis à donner. Bien sûr. Et cet avis-là, il n'est pas uniquement à donner sur les réseaux sociaux, il n'est pas uniquement à donner dans le cadre du travail, il est à donner le 9 juin c'est le bon moment dans de un isoloir donner, pour faire en sorte que l'on porte l'idée d'une Europe solide, solidaire, où la France a toute sa place et doit jouer les premiers rôles. Alors, en fait, au lieu de s'exprimer à chaque fois sur des sujets, c'est le moment où il faut s'exprimer. C'est le bon moment, c'est à ça que sert le vote. Donc, si vous voulez vous exprimer, si vous voulez donner votre avis, c'est dans les urnes qu'il faut le faire. Oui, c'est ça qu'il faut rappeler nos concitoyens. Si vous voulez une équipe qui travaille, si vous voulez une équipe solide, une équipe forte d'expérience, allez voter le 9 juin pour faire en sorte que Valérie Hayé et ses colistiers puissent être justement au gouvernement de l'Europe. Parce que je le rappelle, en 2019, l'extrême droite était déjà devant. Et ils n'ont rien fait durant cette période-là. Donc, leur redonner les clés du camion pour finalement pas faire grand-chose, c'est peut-être inutile. C'est la raison pour laquelle je vous convainc non seulement d'aller vous exprimer, mais en plus de voter Valérie Hayé. De toute façon, il existe des sondages, bien sûr, mais votre combat, c'est de pacifier, d'essayer de les renverser et de prouver le 9 juin qu'un sondage peut aussi se tromper. Alors, non seulement le combat, c'est de convaincre, premièrement, mais en plus, qui plus est, lors de la dernière présidentielle et lors de précédentes élections, on a vu certains sondages qui donnaient des candidats en toute première ligne et qui ne sont jamais finalement arrivés au deuxième tour. Donc, je pense que les sondages, il ne faut pas s'y laisser berner, il faut convaincre d'une part, et que nos concitoyens et que l'ensemble des Français prennent conscience que le monde change et qu'il faut une Europe forte avec un pays, la France, qui joue les premiers rôles, qui soit souveraine dans cette Europe. Alors, je voudrais qu'on dise un mot pour terminer, Grégory Allione, des procurations. Pourquoi ? Parce que le 9 juin, souvent il fait beau, enfin tout le moins dans le sud, je ne sais pas ailleurs, c'est pas toujours le cas. Il y a, même si des décisions sont prises, j'irai voter, mais les gens ne le font pas forcément. Donc il y a la possibilité, évidemment, de faire des procurations. Alors je ne sais pas si moi j'ai fait le process avant cette interview, c'est-à-dire je me suis mis sur le site pour voir. Je ne sais pas si vous avez essayé de votre côté ce qu'il en est. Bon, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. C'est la première fois en revanche qu'on peut faire la totalité de la procuration en ligne. Alors oui, jusqu'à présent c'était assez compliqué. Il fallait se déplacer avec tous ces papiers, soit à l'hôtel de ville, soit en gendarmerie, au commissariat. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous pouvez
pouvez faire pré-remplir tout un document permettant justement d'aller à la gendarmerie et simplement valider la procuration. Alors en fait, il faut valider ce qu'on appelle une identité numérique. Exactement. Donc j'ai bien regardé parce que je me dis que c'est pas au dernier moment que les gens vont se poser les questions. Donc en fait, il faut faire une identité numérique sur votre téléphone et c'est cette identité numérique qu'il faut faire valider au commissariat. Et ensuite, elle sera valable. Ensuite, elle sera valable tout le temps pour faire les procurations que vous aurez à faire. Exactement. Donc faites-le, ça prend un petit peu de temps certes, mais ça vaut la peine. Et puis une fois que c'est validé, on pourra l'utiliser pour d'autres choses. Ad vitam aeternam, mais pour d'autres procédures. Donc dire aux gens qu'il faut y aller. Arrêtez-moi si je dis des bêtises. On peut porter une ou deux procurations par personne. Deux procurations. Donc ça donne quand même des possibilités. Et c'est le moment de le faire. C'est la semaine où il faut le faire. Bon, on a encore 15 jours, mais je pense que c'est le moment de le faire. Tout à fait. C'est le moment de le faire, mais principalement, si vous êtes empêché parce que professionnellement, parce que vous avez envisagé à cette date-là de ne pas être sur le territoire, Exactement. C'est la solution d'exprimer. Mais si par ailleurs, même si vous avez un barbecue, même si vous voulez aller à la plage, le 9 au matin, à partir de 8h, les bureaux sont ouverts. Commencez par cela et vous verrez, vous serez soulagé pour profiter du barbecue ou d'aller à la plage. Merci beaucoup Grégory Allen. Je rappelle donc que vous êtes 8e sur la liste Renaissance portée par Valérie Ayé, besoin d'Europe, et que le 9 juin, il n'y a qu'un tour, donc il faut aller voter. Merci. Merci à vous.